Nous sommes heureux de vous accueillir sur ce webinaire mensuel du Florian Mentionne Institut. Je suis donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Florian Mentionne. J'ai créé il y a 50 ans le Florian Mentionne Institut, qui apporte la palette complète dans le domaine des ressources humaines à ses clients, c'est-à-dire du conseil en recrutement, de la formation, de la haute placement, des bilans de compétences, des audits humains et organisationnels. Voilà tout. Voilà. Il fait ça bien, hein, vous remarquez qu'il fait ça bien. Hein, on lui fait faire depuis 50 ans et comme moi, avec Augustin, on a repris la société. Ça fait 25 ans qu'on est dans la maison. On a repris la société depuis 2007 avec Augustin. Mais on garde Florian actif, hein, vous voyez, donc il fait toujours ça très, très bien de vendre notre cabinet. Merci, Florian. D'accord. Allez. Donc, moi, j'ai fait Sud de Poix à Toulouse, Sciences Po à Toulouse et Sciences et Poix Paris 1. Boulimique d'un point de vue des diplômes, boulimique aujourd'hui dans nos activités. Je te laisse te présenter, Loïc. Donc, moi, je me suis rapidement présenté. J'ai fait 2 tours et demi du monde avec la Marine nationale. J'ai eu la chance de rejoindre Florian en 2001. J'en suis jamais reparti et je m'amuse. J'ai repris des cours du soir au CNAM en RH, justement, parce que je ne venais pas de cet univers-là à la base. Et comme je dis toujours, je suis passé de chasseur de sous-marins à chasseur de tête. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à ça et je prends toujours beaucoup de plaisir à tout ça. Merci à tous. Donc, Florian, on est là pour parler de management optimisme. Allez. Donc là, on a le premier slide. Le deuxième. Donc, on va voir rapidement, pour planter le décor, le contexte actuel dans lequel se déroule le management d'aujourd'hui, le rôle du manager, et également, donc, le management, on va le qualifier d'optimiste, mais surtout de lucide. Les deux sont importants. Les deux. Premier point, le contexte actuel. Donc Alors, juste, je précise, chers amis, qu'on va vous demander d'interagir via le chat. Donc, si vous avez des questions, des réactions positives, optimistes et lucides, n'hésitez pas à les faire dans le chat. Je suis là pour modérer tout ça. Florian interagira également avec vous, mais je me ferai la voix, le porte-parole de vos questions. Mais même les critiques, on les acceptera, ça nous fera grandir tous ensemble. Allez, premier point, le contexte actuel. On est dans une société de plus en plus grande, avec une complexité plutôt de plus en plus grande, avec une exigence beaucoup plus grande des salariés, qui complexifie les choses. Hein. On le voit très bien dans le domaine du recrutement. Quand on a des entretiens avec des candidats pour des postes de cadre, ben, ils ont leurs exigences en termes de moyens, en termes d'horaire, en termes de rémunération, en termes de valeur, en termes de RSE. Donc, et c'est presque une bonne chose en fait. Hein. Mais on doit en tenir compte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas animer une équipe comme on l'animait il y a 10-20 ans. Ce n'est pas possible en fait. Hein. On doit s'adapter à cette exigence. Ça ne veut pas dire des revendications syndicales plus ou moins importantes. Ça veut dire être bien au travail. Et être bien au travail, c'est avoir des moyens et avoir un objectif, avoir des valeurs, avoir un projet d'entreprise et de le faire pour le réaliser. Alors, ce qui complexifie l'ensemble, c'est cette apparition de l'intelligence artificielle. C'est vraiment une révolution. On s'aperçoit que dans tous les secteurs d'activité et pour toutes les fonctions, ben, l'IA bouleverse l'ensemble. Donc, on est dans un contexte très, très mouvant, très particulier en fait, hein, on va dire nouveau. Et nous-mêmes, on doit adapter notre mode de management à cette nouvelle situation. Donc, Florian, on ne doit pas céder au pessimisme ambiant avec les guerres, avec l'IA qui va nous manger, qui va prendre nos emplois, etc. Hein. C'est ce que vous essayez de nous expliquer dans ce management optimiste et lucide. Exact. Donc, alors, dans ce contexte, quel est le rôle du manager? Voilà. Bon, il y a toujours les fondamentaux. Hein. Les fondamentaux, c'est quoi? Ben, un manager, il doit identifier des candidats intéressants. Donc, il doit non seulement attirer des gens compétents, mais il doit surtout attirer des gens à fort potentiel. Mais attirer des gens à fort potentiel, ça veut dire également les identifier. C'est-à-dire qu'il faut avoir, en tant que manager, une ouverture d'esprit et dire, je ne cherche pas un clone. Il ne faut surtout pas chercher un clone. Dupont s'en va, je veux embaucher un Durand qui soit identique, plus jeune et moins cher. Malheureusement, souvent, c'est ce qui se passe, en fait. Hein. Donc, nous, on dit, ayons l'esprit ouvert pour pouvoir identifier des potentiels autant que des compétences. Ça, c'est important.
Une fois qu'on a intégré cette nouvelle personne dans l'entreprise, ben, on doit les fidéliser. Et là, on s'aperçoit que la notion de fidélité des salariés, et notamment des cadres dans l'entreprise, ben, elle s'estompe de plus en plus. Pourquoi? Parce que les gens gèrent leur carrière, on ne peut pas leur en vouloir en fait, hein. Ils gèrent leur carrière, et le rôle du manager, c'est de pouvoir les garder avoir une relation dans la durée avec ses collaborateurs, bien sûr. Et on aura une relation dans la durée avec ses collaborateurs si on les fait grandir, s'ils trouvent un intérêt, en plus du salaire, en plus des bonnes conditions matérielles de travail dans l'entreprise, ben, il faut qu'ils grandissent. Et en grandissant, on va s'apercevoir que ça va leur permettre d'assumer différentes fonctions complémentaires par rapport à celles qu'ils ont assumées au début de leur collaboration avec l'entreprise. Donc, fidéliser les collaborateurs. Alors, on a une première question très pertinente sur le premier rôle du manager et que souvent les candidats se posent. De Mohamed, est-ce vrai que les RH et le manager cherchent vraiment, en majuscule, des potentiels et des compétences? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Ah ben oui, quand même en fait, hein. Je crois que spontanément, c'est ce que je disais, spontanément, les employeurs recherchent des compétences. Le DAF s'en va, on va le remplacer. Il faut quelqu'un de compétent en compta et en gestion, c'est évident en fait, hein. Ça, c'est embaucher presque le club ou quelqu'un qui a une expérience similaire ou la plus proche. Mais nous disons au Florian Mention Institut, c'est bien d'embaucher quelqu'un directement opérationnel, mais on peut peut-être envisager d'identifier des gens qui n'ont pas un profil de DAF, mais qui sont de bons comptables, avec une personnalité intéressante, avec des aptitudes au management, qui peuvent devenir d'excellents DAF. Voilà. Donc, cette notion de identifier les potentiels, c'est de la modestie de la part du recruteur, en fait, hein. C'est un pari également risqué qu'il prend, mais mesuré. C'est ça, en fait, hein. N'embauchez pas de clone. Voilà. Le maître mot, c'est n'embauchez pas de clone. Bon, merci. J'ai répondu à ta question. OK. Oui, donc, oui. 2, fidéliser les collaborateurs. 3, il faut à tout prix que les entreprises aient d'une part un projet d'entreprise écrit, ce qui n'est pas évident de manière générale, parce que quand on dit un jeu d'entreprise, quel est votre projet d'entreprise, il va vous dire 2 phrases, mais ces 2 phrases, elles ne sont pas gravées dans le marbre, elles ne sont pas forcément partagées par l'ensemble des collaborateurs. Pour être sûr que ce projet d'entreprise soit partagé par l'ensemble des collaborateurs, ben, il faut l'écrire. Il faut qu'il y ait une adhésion de la totalité des salariés et il faut répéter en permanence ce projet d'entreprise. Tous ensemble, on va le réaliser. Et souvent, aujourd'hui, ce qui se fait, c'est de collaborer, de créer, de co-construire ce projet d'entreprise avec les collaborateurs, pas uniquement les managers, hein, mais avec les collaborateurs, l'ensemble, hein. Nous, on accompagne beaucoup d'entreprises dans ce cas-là, hein. On n'impose pas un projet, hein, on le fait émerger et évoluer avec l'ensemble des collaborateurs, cadres et non cadres. Et en complément de ce projet, ou sous-tendant ce projet, ben, il y a les valeurs de l'entreprise, qu'on a intérêt, pareil, à bien formaliser. Et nous sommes des fanats de l'écriture. On doit écrire noir sur blanc les valeurs après les avoir, je dirais presque, validées par au moins une sélection de cadres et de salariés de l'entreprise, en fait, hein, pour que dès l'instant où la charte des valeurs que l'on rédige est le résultat d'un consensus, et ben chaque personne de l'entreprise fera tout pour réaliser, hein, pour mettre en application ces valeurs. Ça semble évident. Et c'est ça le rôle du manager, hein. C'est ça le rôle du manager. Alors, 2 questions. Une première sur les managers toxiques de la part de Laurent. Qu'est-ce qu'on en fait dans ces cas-là, Florian? Alors, c'est quoi un manager toxique? C'est un manager qui traîne les pieds. C'est un manager qui critique en permanence. Ce qui est intéressant, c'est pas d'identifier ces gens-là, c'est pas de les combattre, c'est savoir pourquoi ils ont ce comportement-là.
les gens ne sont pas mauvais en eux-mêmes, en fait. Hein. S'ils sont, comme tu dis, toxiques, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et s'il s'est passé quelque chose, nous avons une part de responsabilité. Donc, c'est plus un mea culpa qu'il faut faire, peut-être un changement de posture, plutôt que de dire ils sont des déluges, ils sont ceci ou sont cela, en fait. Hein. Donc, pour moi, c'est un indice, hein, c'est révélateur. Un manager toxique, bah, voilà, j'aime pas ce mot-là, hein, mais bon, un manager qui traite les pieds, bah, on va l'inviter à s'exprimer hein, en face à face, dans l'entretien, pour bien comprendre pourquoi il est si négatif que ça. Et en général, ben, si on explique bien les choses, ben, il y a une évolution. Et s'il n'y a pas d'évolution possible, on se sépare. Hein. Il n'y a pas d'âme à voir. Hein. On se sépare ou on coach. Effectivement, on a un ami coach dans la salle. Nous aussi, on a des coachs au sein de notre cabinet. Faut les accompagner pour qu'ils puissent évoluer dans leur posture, les faire évoluer en fait, les faire travailler, les faire avancer, etc. On est d'accord. Une autre question, puis après on va continuer à avancer sur justement le potentiel. Florian, cette question. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans le potentiel et je complète la question puisqu'il y a un deuxième sujet sur la question du potentiel. Est-ce qu'en favorisant le potentiel, on ne favorise pas plutôt les jeunes que les seniors? J'imagine que notre ami qui a posé cette question est certainement dans la deuxième catégorie. Non, parce qu'on peut avoir un potentiel chez quelqu'un, parce qu'il résonne en termes de fonction à l'identique. On peut très bien avoir quelqu'un qui va évoluer, qui va changer de fonction. Et en changeant de fonction, comme il ne l'a jamais exercé, s'il a des capacités intéressantes, ça sera du potentiel. Ça sera du potentiel. Ça ne sera pas des compétences. La compétence, c'est quelque chose, c'est une aptitude qui a été utilisée, prouvée. Ça, c'est la compétence. Le potentiel, c'est une aptitude qu'on n'a pas encore prouvée. Et il faut donner la chance à certains collaborateurs. Alors, pourquoi on donne la chance à certains collaborateurs? Ben, peut-être parce qu'il y a une personnalité, peut-être parce qu'il y a un comportement, peut-être parce qu'il y a une motivation, peut-être parce qu'il y a une envie, où l'on sent la personne qui veut progresser. Et c'est ça qui est intéressant. Et je crois que le manager doit être en permanence à l'écoute de ses collaborateurs et voir de quelle manière la personne peut évoluer. On parlera sûrement tout à l'heure du management épiphyte, hein, mais en deux mots, le rôle d'un manager, c'est de faire grandir ses collaborateurs. Et on va le faire grandir justement en explorant les différentes pistes dans lesquelles le salarié peut évoluer, en fait. Hein. C'est ça le potentiel. C'est identifier des aptitudes. Un commercial, c'est un bon vendeur. Enfin, on va prendre un bon vendeur, un très bon vendeur. Un bon, hein. Tous les très bons vendeurs ne feront pas un bon chef de vente ou un bon directeur commercial. Sa compétence à lui, c'est négociation commerciale. En revanche, pour manager une équipe de commerciaux, il faut d'autres aptitudes. Alors, quand on nomme un commercial chef des ventes ou directeur commercial, on vise le potentiel. On met en avant le potentiel, pas la compétence, puisque la compétence, on ne l'a pas encore prouvée. Est-ce que je suis clair là, hein? Oui, très bien. Très bien. Effectivement, vous faites référence au management épiphyte. Augustin, notre associé qui est aussi en train de nous écouter, mais salut Augustin, nous disait qu'on est donc dans une posture de management épiphyte. Effectivement, on reparlera du management épiphyte. Allez, on continue, Florian, parce que les débats sont animés, mais on ne peut pas tous les prendre. N'hésitez pas à échanger entre vous. J'essaye de faire la synthèse de tout ça. Merci en tout cas pour vos réflexions. Donc, qu'est-ce que l'on entend par management optimiste et lucide? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas dans un milieu de bisounours. Hein. Ce n'est pas la méthode Coué, tout va bien, tout va bien. C'est pas du tout ça. Attention, Florian, je ne sais pas si tous les interlocuteurs, s'ils sont jeunes, connaissent les bisounours. Hein. Ouais, ils imaginent, ils ont dû lire, et voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une situation, il y a une réalité, et on va l'examiner, cette réalité. Et on ne va pas forcément dramatiser. Pourquoi on ne va pas dramatiser? Parce que dans toute situation, comme dans tout individu, il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose d'intéressant. Et c'est ça, un des fondements du management optimiste, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a de bien dans la situation.
aujourd'hui dans le monde entier, tout va mal. Très bien. Et peut-être qu'il y a des raisons d'espérer. Hein. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles sont ces raisons d'espérer. Quels sont les faits qui montrent que il y a peut-être un espoir. Alors, ça peut être lié à des hommes et des femmes. Ça peut être lié à des événements, à de nouvelles décisions, à de nouvelles lois, à de nouveaux comportements, à de nouveaux élus. Voilà. Il y a beaucoup de choses, en fait. Hein. Donc, il ne faut pas dramatiser les situations. Laurent nous dit « et le soleil brille ». Oui, le soleil brille. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par le soleil brille. Si, mais justement, il veut dire que y a quand même quelque chose qui va bien. Déjà, le soleil brille, tout va bien. Oui. Mais ça, mais le soleil brille, c'est pour l'ensemble, c'est pour tout le monde, en fait. Hein. Moi, je dis dans une situation où l'on est concerné, hein, c'est dans cette petite situation, dans cette difficulté, il faut chercher quelque chose qui soit positif. Voilà. C'est même pas au niveau global, c'est au niveau individuel. Bon, ok. Donc, regarder la réalité, c'est un dramatiser. Deuxièmement, transformer les difficultés en opportunités d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire qu'il y a des difficultés, il y a sûrement des erreurs qui vont être commises parce que c'est difficile. Et souvent, quand on dit il y a des erreurs, on baisse les bras. Moi, je dis, ben non. Moi, je dirais presque, éloge des erreurs. Pourquoi? Parce que l'erreur, c'est fondamental. Surtout si on sait analyser pourquoi il y a une erreur. Pourquoi il y a une erreur? Pourquoi un collaborateur fait-il une erreur? C'est pas parce qu'il est nunuche. Pas du tout. Peut-être qu'il n'avait pas les moyens. Peut-être qu'on ne lui a pas donné tous les moyens. Peut-être que on ne l'a pas assez bien formé. Et donc, ça veut dire qu'il faut mettre de la formation en plus. Peut-être que l'équipe en place ne l'a pas aidé à réussir. Et donc, on va revoir le management. Donc, pour moi, une erreur, c'est vraiment une sacrée opportunité pour améliorer l'existant. C'est pour diagnostiquer un dysfonctionnement et trouver une bonne posture pour améliorer l'existant. Donc, très bien, les erreurs. On confond parfois erreur avec faute. Voilà. Une erreur, l'erreur est humaine, dit le dicton. Voilà. En revanche, dès l'instant où il y a répétition de cette erreur, ça devient une faute. Et là, au niveau de la faute, là, il faut être ferme, en fait. Hein, voilà. Je mets un distinguo entre l'erreur, c'est normal, c'est pas gênant, ça veut dire qu'on s'y est mal pris, qu'il y a eu un dysfonctionnement. En revanche, la faute, non. Là, on la rejette. Oui, et le rôle du manager, c'est d'accompagner l'erreur d'un apprentissage, d'une progression, d'une explication, etc. C'est pas laisser l'autre dans son erreur, c'est l'accompagner dans son échec pour qu'il en profite pour justement apprendre, faire quelque chose. Donc ça, c'est le rôle du manager, justement. Exactement, c'est tout à fait ça. Et si malgré ce, il y a encore erreur, là, on est dans la faute. Et donc, voilà. Donc, troisième point important, allier confiance humaine, exigence professionnelle. Oui, je crois qu'on doit tous avoir, le manager doit avoir un a priori favorable, positif dans l'autre, sinon on ne peut pas travailler. Voilà. Et donc, on tend la main à tous les collaborateurs. Donc là, il y a une confiance qui est dévolue à chaque individu, à charge à cet individu de ne pas gâcher la confiance qu'on lui a accordée. Et ça, il faut le répéter. Hein. Le management nécessite, exige beaucoup de répétitions. Et de la confiance a priori. Hein, c'est souvent la grosse difficulté, et c'est ce qu'on explique dans le management des PFIT, c'est la confiance a priori. Souvent, exactement. On entend trop, et j'ai encore eu cette semaine une manager pour un recrutement qui me disait, bon, j'ai discuté avec elle, elle est d'accord pour qu'on démarre sur une rémunération un peu plus basse pour qu'elle me donne son potentiel et qu'on voit après. Oui, mais comment voulez-vous que le collaborateur ou la collaboratrice donne son plein potentiel si dès le départ, on ne lui fait pas confiance, en fait? C'est un mauvais signal que de dire à un collaborateur, bon, bah, tu vas démarrer moins cher que ce qu'on avait prévu, parce que comme ça, tu nous montreras ce que tu vaux, et puis après, on verra pour te remonter. Bah, ça, c'est de la confiance a posteriori qui peut être délétère dans ce genre de cas. Exact. Il ne faut pas de la méfiance. Il faut de la vigilance, mais pas de la méfiance. Intéressant. Notez-le, hein, notez-le, il faut de la vigilance et pas de la méfiance. Exactement. Et alors justement, il y a une question là sur la bienveillance du manager. Peut-elle déresponsabiliser le collaborateur? Pourquoi va-t-elle déstabiliser? Au contraire,
Déresponsabiliser, déresponsabiliser. Non, il n'y a pas de raison de ça va le déresponsabiliser. Au contraire, ça va l'aider à agir sans avoir peur de se tromper. Hein. La bienveillance, on le verra tout à l'heure, il y a une slide sur la bienveillance, c'est l'une des postures du management optimiste. La bienveillance, c'est pour accompagner ce que l'on va dire d'un point de vue assertif à ses collaborateurs. Parce qu'on ne va pas dire les choses de manière crue, on va dire les choses de manière, entre guillemets, diplomatique, hein, pour pouvoir aider l'autre à rebondir, à progresser. Donc il faut de la bienveillance, ce n'est pas la peine d'être agressif, d'être cassant avec les collaborateurs, au contraire. Parce que si on est cassant, agressif dès l'instant où quelqu'un fait une erreur, ben le gars, il va tout faire pour éviter de se faire pilonner. Et donc, il va éviter de prendre des initiatives. Et c'est dommage. Donc, au contraire, il faut montrer que chaque personne peut prendre des initiatives. Au contraire, on va encourager les collaborateurs à prendre des initiatives. Et comme il prend des initiatives, s'il y a des erreurs, ben avec bienveillance, on va lui dire, c'était peut-être pas comme ça qu'il fallait s'y prendre, mais comme ceci, avec d'autres moyens, avec la formation, avec un consensus. Donc, la bienveillance, indispensable. Ça ne va pas déresponsabiliser le collaborateur. Au contraire, ça va l'encourager à prendre des responsabilités. C'est le contraire. Ça va l'encourager. Je suis d'accord avec vous, Florian. Je pense que la question vient sur le fait de trop de bienveillance et pas assez de vigilance, justement. Et c'est ça, le pendant, c'est que s'il n'y a que de la bienveillance et pas de la vigilance, il va manquer quelque chose, un équilibre. Le curseur, hein, c'est l'équilibre. Hein. On va mettre le curseur là où il faut. Et le curseur, il est différent d'un individu à l'autre. Ce n'est pas de manière générale qu'on va adopter telle posture, en fait. Hein. Et c'est toute la difficulté du management. C'est que le management ne peut pas être standard. Il n'est jamais standard. Il est très contingent par rapport aux collaborateurs. Comme pour l'éducation des enfants. On ne peut pas agir de la même manière. Si on a 3 enfants, on ne va pas agir de la même manière avec les 3 enfants ou les 4 enfants. Donc, on va adapter son mode de management à l'autre, par rapport à sa personnalité, son vécu, son histoire, ses réussites, ses échecs, etc. Exactement, exactement. Alors, il y a plein de questions. Je vais juste répondre à Sarah sur le fait qu'on peut faire confiance a priori ou a posteriori sur la rémunération. Moi, j'ai dit qu'il y avait une manager qui avait proposé un salaire moins important à une collaboratrice pour la faire progresser. Et puis, mais elle me dit, oui, mais si on a quelqu'un qui s'est bien vendu, à qui on a vendu un salaire plus important, mais que finalement, il n'est pas au niveau, comment on fait pour faire baisser? En fait, le sujet, il n'est pas là, Sarah. Ce que je vous invite à faire, c'est regarder la loi qui est en train de passer, qui a été repoussée, mais qui va arriver sur la transparence des salaires. Justement, sur la transparence des salaires, c'est de dire, vous avez défini sur un poste précis un niveau de rémunération. Il ne s'agit ni de baisser selon la tête ou les compétences que vous estimez de la personne, ni les surévaluer. Donc, tout le monde partira au même level. Et pour compléter la valeur, ça sera justement au manager de définir sur une part variable, de dire, tiens, sur ces éléments-là, effectivement, on valide ensemble que tu as atteint ces objectifs, etc. Et ça va demander au manager de travailler plus sur l'atteinte des objectifs, sur le suivi des collaborateurs, ce genre de choses, pour être le plus juste possible sur, tiens, il n'y aura pas de notion de j'ai moins bien vendu ou plus vendu en entretien de recrutement. La rémunération sera la même pour tout le monde. Simplement, c'est dans la valeur du quotidien, dans les objectifs, etc. Mais ça va demander au manager que vous êtes certainement de mieux suivre, mieux contrôler, mieux accompagner toutes ces notions-là. Allez, on continue. Hop, il y a encore plein d'interactions. Je vais remonter dans le fil. OK, bon. Donc, on va voir maintenant 12 postures à adopter en tant que manager optimiste. Ces 12 postures sont très bien détaillées dans notre livre numérique intitulé « L'art du management optimiste », lequel livre sera offert à l'ensemble des participants. Nous avons 300 inscrits. Donc, certains voient en direct le webinaire, d'autres le verront en replay. Pour ces 300 personnes-là, on se fera un plaisir d'offrir ce livre numérique. On reste très optimiste, hein, Loïc, tu remarques. En fait, hein. OK, donc on va voir. Florian, c'est la confiance a priori qui est de dire si vous appliquez tout ça, vous allez progresser, etc. On est content avec tout ça. Bien sûr, il y aura forcément des retombées.
des retombées commerciales, des retombées pour avoir de nouveaux clients, pour avoir de nouvelles références. Voilà, c'est tout ça en fait. Hein. Voilà. Allez, donc on vous donnera le code promo à la fin. On fait comme tous les influenceurs, on est malin pour vous garder jusqu'à la fin. On a le code promo à la fin. Allez, première posture, Florian. Alors, première posture, on va appeler ça donc un pilier du management, en fait, hein, c'est la confiance. Hein, on y revient, en fait. Hein. Ça veut dire quoi la confiance? Ça veut dire, je crois en mes équipes, je donne du cadre, mais surtout de l'autonomie pour libérer leur potentiel. Donc, on redit différemment cette notion de confiance, en fait. Hein. Ça veut dire, un optimiste, qu'est-ce qu'il va dire dans une situation? Il dit, ça peut marcher. Il va dire, il peut progresser. Il va dire, nous allons trouver. C'est ça, en fait, hein, la posture de la confiance. A priori, en fait. Hein, donc, avoir un regard optimiste sur l'avenir. Deuxième pilier. N'hésitez pas à interagir, hein, n'hésitez pas à réagir. Hein. Alors, deuxième pilier, la rigueur. La rigueur, ça veut dire, je structure, je clarifie. Il faut des règles simples pour sécuriser et pour faire avancer. Une entreprise a besoin de règles écrites. Hein, donc, je répète, hein, il faut des règles écrites. Pas forcément, je ne parle pas de règlement intérieur, je parle de règles de fonctionnement. Comment on travaille ensemble. Mais les choses simples, hein, basiques, hein, c'est par rapport à la ponctualité, par rapport au respect de l'autre, par rapport au mail, qu'est-ce qu'on met dans un mail, est-ce qu'on fait des copies au monde entier ou pas. Enfin, donc, il faut des règles du jeu, comment on travaille en fait, hein, par rapport aux frais de déplacement, par rapport aux suggestions, par rapport au reporting, par rapport à tout. Il faut des règles écrites qu'on va mettre en permanence, qu'on va actualiser en permanence en fait. Hein. Donc, il faut de la rigueur. Il faut de la rigueur et c'est ça qui va nous permettre de dire, si je respecte ces règles simples, je vais avancer avec l'ensemble des équipes. On va avancer tous ensemble. Il faut que l'ensemble des salariés sachent comment les décisions sont prises au niveau du N+1, au niveau de la direction. Voilà. Ce que les salariés n'aiment pas, c'est l'arbitraire. Et dès l'instant où un manager va expliquer en disant « je prends ma décision parce que nous avons des règles, parce qu'on les applique, parce qu'on a une rigueur, parce qu'on a un avenir, parce qu'on a un projet », là, c'est mieux en fait, hein, c'est mieux. Le bien-être au travail, il vient de là. Il n'y a pas l'arrêté arbitraire. Alors, merci David qui dit, en fait, ça s'appelle du bon sens. Exactement, oui, voilà, bien sûr. Bravo. On est d'accord. Et une réflexion qui me vient, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui dit un peu la même chose, c'est est-ce que trop de process, trop de rigueur peut te faire tomber dans la rigidité et nuire à l'optimisme? Curseur. Le curseur. On en revient à ça en fait. Hein. On parle du côté on laisse faire, on encadre à 100%. Et donc, entre les deux, on va mettre le curseur, en fait. Hein. Donc, il faut des règles, et des règles simples, pas trop sophistiquées, pas de synégas, en fait. Hein. Des règles simples que l'on va répéter en permanence, que l'on va mettre sur le bureau quand on fera des entretiens annuels d'évaluation, voire même des bilans intermédiaires tout au long de l'année, en fait. Hein. On voit si les règles sont appliquées ou pas. Et comme les règles, ce qu'on préconise, comme la règle n'est pas immuable, on peut la faire évoluer, bien sûr. Et là, les collaborateurs vont comprendre qu'ils participent à l'évolution des règles. Exactement, c'est notre ami Max Ducrot, expert S qualité, qui dit il faut que les procédures soient adaptées par rapport aux risques identifiés et il faut les faire évoluer. Effectivement, salut Max. Allez, troisième pilier, Florian. L'assertivité. Alors, l'assertivité, pour moi, c'est une posture hyper intéressante dans l'entreprise. L'assertivité, c'est dire que c'est bien quand c'est bien et dire que c'est mal quand c'est mal. C'est aussi simple que ça. Peut-être une petite définition de l'assertivité, Florian. L'assertivité, c'est dire les choses telles qu'on les ressent et telles qu'on les analyse, en fait. Hein. C'est pas la langue de bois. C'est pas la langue de bois, c'est pas l'absence
de jugement, c'est dire vraiment ce que l'on pense. Et alors, en général, les N+1 sont très à l'aise pour pointer du doigt ce qui va mal, sont très habiles pour critiquer les autres. Ça, c'est le côté assertif. C'est pas le bon côté de l'assertivité. En revanche, quand tout va bien, quand quelqu'un fait un bon job, ben, il faut le lui dire. Il faut le lui dire. L'exemple classique, c'est l'assistante qui a pondu un bon rapport, qui a fait une synthèse de beaucoup de choses, qui a fait de bons comptes rendus, qui amène à son N+1 le compte rendu, etc. Et le gars, il loue le compte rendu et il pointe. Oh, enfin, vous avez bien l'accent aigu, il faut mettre l'accent grave. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne connaissez pas le français? Voilà. C'est nullissime. C'est nullissime. Au contraire, on va valoriser dans l'assertivité. On va dire ce que l'on pense vraiment. Quand c'est bien, on va le dire. Et quand c'est mal, on va le dire. C'est ça l'assertivité. Encore une histoire de réglage, de curseur, Fleur. Hein. Il y a ça, mais en plus, c'est basé sur des faits, sur des faits réels. En fait, moi, j'aime bien quand un client ou une relation m'appelle ou je rencontre, qui dit, tu sais, j'ai essayé de te joindre hier ou avant-hier, je n'ai pas pu te joindre pour te poser mon problème, mais ton assistante m'a répondu et elle a bien résolu mon problème. Bravo. Voilà. Et ça, je suis heureux de le répercuter à l'assistante pour dire, voilà, Monsieur Dupont a bien apprécié votre manière de travailler. Bien sûr, on va une petite caresse narcissique, ça a du bon aussi, en fait. Il faut le dire. Il faut dire quand les choses vont mal, mais quand les choses vont bien, il faut le dire. Merci Florent. Je passe un petit coucou à Sylvie Roussel. Je pense que c'est elle qui dit salut Max à S avec des initiales SR. Il y a Laurent qui nous demande si on fait des formations, si on fait aussi des formations en entreprise. Bien sûr, on passe beaucoup de temps dans les entreprises. On fait et du conseil et de la formation aux entreprises sur tous ces sujets de management, d'organisation, de marque employeur, etc. Donc, on fait peut-être que derrière cette question, il y a quelque chose de plus ironique, du style, nous, on comprend très bien ce que vous nous dites, en fait, mais est-ce que vous le dites à nos chefs? Et est-ce que vous formez nos chefs? Mais dites-leur, nous, on est là pour évangéliser, on essaye, ça fait que 50 ans que Florian évangélise, moi, que 25 ans avec Augustin. Alléluia. Bien sûr. On forme tout le monde. Mais c'est vrai que le dirigeant, en haut de la pyramide, donne le là dans l'entreprise. Voilà. Et c'est lui qui doit être porteur des règles de base du management, des règles de base de la relation, de la communication avec les autres. Bien sûr, il faut qu'il en soit convaincu. Et non seulement il faut qu'il en soit convaincu, il faut que lui-même les applique et en soit exemplaire. Bien sûr, voilà. On coach beaucoup de dirigeants, heureusement, en fait. C'est ce que j'allais vous dire. On fait aussi beaucoup de coaching auprès des dirigeants, beaucoup d'informations auprès des dirigeants. On côtoie au quotidien des dirigeants, ce genre de choses. Il y a Laurent qui nous dit quelque chose, Laurent Macon, qui nous dit qu'il faut choisir les bons moments pour le dire aussi. C'est intéressant. Tout à fait d'accord. Alors, ça peut être dans des réunions, bien sûr. Ça peut être, bien évidemment, lors de l'entretien annuel d'évaluation, ça c'est évident en fait. Mais toute occasion est bonne à prendre. Il ne faut pas que ce soit artificiel. L'assertivité ne doit pas être artificielle en fait. C'est en fonction de ce qu'on constate. Allez, 4e pilier. Il y en a 12 les amis, donc il faut qu'on aille vite parce qu'il est 12h30 quand même. Heureusement qu'il y a le replay et qu'il y a le bouquin en fait. Exactement. La bienveillance, bien sûr la bienveillance. La bienveillance, c'est un petit peu l'huile dans le rouage, en fait. C'est le sourire qu'on rajoute. On peut dire, on peut critiquer quelqu'un, on peut même le juger. Les gens disent, il ne faut pas être dans le jugement. Taratata. On peut être dans le jugement, en fait. On peut dire les choses telles que, s'il y a des règles, et qu'on s'aperçoit que la personne transgresse ces règles ou n'atteint pas les objectifs qui ont été fixés, qu'il a accepté, qu'on a négocié, qu'il a accepté, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais encore une fois, je le répète, pas de manière brutale ou frontale, on va le dire avec assertivité, mais avec bienveillance. Et peut-être que les deux maîtres mots
qui doivent être accolés en permanence, c'est assertivité et bienveillance. C'est important, en fait. Oui, comme c'est marqué, être exigeant sans abîmer les autres. Hein, c'est un peu comme peut-être un oxymore finalement, comme optimiste et lucide. Hein, exigence et bienveillance, parfois on a du mal à les mettre ensemble en fait. Hein, Et pourtant, les deux sont indispensables, en fait. Hein. à Il y a dire certaines avec le sourire confiance. quelque chose qui peut être exigeant, avec rigueur, ça passe quand même mieux, c'est quand même plus agréable que de le dire de manière un peu brutale. Tout à fait ça. Allez, Cinquième pilier. cinquième pilier. Alors, la reconnaissance et la gratitude. Bien sûr, la reconnaissance, les salariés adorent être reconnus. Enfin, même les Pas que les non-salariés. salariés, Florian, hein, on aime tous être En reconnus. général, ben, on aime bien s'entendre dire que ce qu'on a fait est bien. C'est ça la reconnaissance. La reconnaissance, euh, on l'associe trop souvent à la prime, à la reconnaissance financière. Ce n'est qu'un des aspects. Euh, la reconnaissance, c'est-à-dire mentale, spirituelle, qui touche Le merci, Florian, le vrai merci, tout simplement. Oui, oui, bien sûr, le remercie en fait. Hein. C'est ça la reconnaissance. Et pareil en fait, hein, c'est apprécier ce que l'autre fait. Voilà. Et on peut apprécier avec des mots ce que l'autre fait, pas forcément avec de l'argent. Donc, la reconnaissance, c'est ça en fait. Hein. Et la reconnaissance, à mon sens, est très porteuse en fait. Hein. Voilà. C'est une dynamique. Ça encourage l'autre à agir parce qu'il sait qu'il y a une récompense. Comme, un petit peu comme les dauphins, vous voyez, quand les dauphins, quand ils jouent dans le bassin, ils font un numéro, machin, etc., on lui donne un poisson. Voilà, c'est ça la reconnaissance, en fait. Hein. Et en permanence, on doit donner des choses aux autres, en fait, hein, pour leur montrer que on apprécie. Voilà. C'est Ouais, bien sûr. une preuve d'appréciation, de Il y a, gratitude. il y a alors, il y a quelqu'un, j'imagine que c'est son nom de famille, monsieur ou madame Gachère, je ne sais pas qui c'est le patron qui dit bonjour. Alors là, à ce sujet, j'ai une petite anecdote. Nous, on est basé à Montpellier, pas très loin d'ici, il y a une ville qui s'appelle Alès, et au sud d'Alès, il y a un petit village, ce que je vous dis là est strictement vrai, qui s'appelle Vézénobre, un village médiéval, 400 âmes. Et il faut savoir que dans ce village de 400 âmes, vous avez le siège social mondial du plus grand transporteur exceptionnel européen qui s'appelle les Transports Capel. Société de 2000 salariés. Capel. Des transports exceptionnels, Capel, effectivement. Et Jean-Daniel Capel, petit-fils du fondateur, passe sa matinée quasiment, au moins 1h30, 2 heures, à aller saluer tous les gens du siège, au siège dans ce petit village. Je crois qu'ils sont 200, hein, donc il y a 400 âmes, et eux, ils sont 200 quand ils viennent. Autant vous dites que c'est assez exceptionnel. Et il passe quasiment toute sa matinée à aller dire bonjour, comment tu vas, et tes enfants, le match de foot, le machin, le truc. Je peux vous dire que les gens sont tatoués à ce gars-là, le suivent corps et âme grâce à ça. Grâce à ça. Et il s'astreint, et il fait ça. Je pense qu'il ne s'astreint pas, je pense qu'il le fait naturellement, en fait. Du coup, je vais te raconter une anecdote que tu connais, mais que nos amis ne connaissent pas forcément. Je me souviens d'une mission. On avait fait un audit dans une entreprise pour voir comment ça fonctionnait, parce qu'il y avait des problèmes, il y avait des soucis. Alors, on a interrogé l'ensemble des salariés. Voilà. Et la plupart des salariés qu'on a interrogés, tous nous ont dit on ne nous reconnaît pas. La preuve qu'ils ne nous reconnaissent pas, ils ne disent même pas bonjour le matin en arrivant. Vous vous rendez compte, M. Mentionne? Ils disent même nos chefs ne disent pas bonjour en arrivant. Ah bon, bonjour. Ah oui, oui, oui. Et tous me disaient ça. Alors après avoir interviewé les salariés, j'interviewe les deux dirigeants parce que les associés. Alors, je me gratte la gorge. Je dis, comme je ne suis pas un courtisan, mais je ne suis pas également agressif, je dis alors, il paraîtrait que vous ne dites pas bonjour le matin en arrivant à vos salariés. Comment ça? Je dis pas bonjour. Bah, les deux me disent, mais on dit bonjour en permanence à nos salariés le matin en arrivant. Je dis, ah bon? Mais pourquoi les salariés ils disent le contraire? Il y a un truc, je dis. Au fait, comment vous faites? Comment vous faites pour dire bonjour à vos salariés? Eh ben, je passe dans le tiroir, dans le couloir. Allez, bonjour, hein, voilà, et je continue. D'accord, ok. C'était sa manière à lui de dire bonjour. Voilà. Mais peut-être que ce n'est pas ça. Peut-être qu'il vaut mieux, comme fait M. Capel, et que tu as bien rappelé, ben peut-être qu'il faut de la sincérité.
il faut de l'intérêt. En fait, il faut aimer les salariés. Voilà. Il faut aimer les gens. Et si tu aimes les gens, Exactement. voilà, on va rentrer dans leur. Alors, on va lui dire, ouh, pas d'intimité. Taratata, pas d'intimité. Il faut trouver le bon curseur, encore une fois, sur la relation à avoir avec l'autre, bien sûr. Et l'autre, il apprécie qu'on s'intéresse à lui. Les gens adorent qu'on parle d'eux, bien sûr. Et le boulot de management est un boulot terrible, exigeant, voilà, à répétition. Et tous les jours, on doit refaire pareil. Et alors, deux réflexions qui nous sont arrivées. Mohamed qui dit que la politesse est un peu perdue pour certains aujourd'hui et peut-être Ouais. qu'effectivement, il faudrait la ramener dans l'entreprise de manière plus importante. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Et puis, on a Michaela qui nous dit que, effectivement, dans le contexte technologique dans lequel on vit, on a parlé de l'IA, des ordinateurs, des mails, etc. L'humain est extrêmement important. Il doit être encore plus valorisé, hein, il doit être encore plus développé. Le manager derrière son ordinateur qui envoie des mails tous les matins à tous ses collaborateurs, etc., et qui dit bonjour comme ça, c'est certainement pas la bonne méthode. Donc oui, Michael. On doit prendre du temps dans la relation avec les autres. C'est fondamental. Quand j'entends certains employeurs dire ils discutent devant la photocopieuse, ils prennent le café devant la photocopieuse, ils discutent au lieu de bosser. Non, non. Ça fait partie. Peut-être que le café, c'est un moment important d'échange, en fait, hein, et qu'on va se dire des choses intéressantes en dehors du cadre formel de part et d'autre d'un bureau ou en visio. Non, je crois qu'il faut encourager les gens à s'exprimer. Voilà. Allez, on continue. Hop, 6e, on en est à la moitié. Hein. Pas grave, si on ne termine pas, il y a on ne termine pas, vous avez le livre. Voilà, ok. 6e pilier du management, la curiosité. Bien sûr, la curiosité. Bien sûr. Je crois que derrière toi, Loïc, il y a un aphorisme qu'on a créé, c'est les véritables compétences. C'est d'en trouver chez les autres. C'est pas ce que je pensais. Je crois que derrière toi, il y avait un aphorisme qui disait le salarié compétent se reconnaît aux questions qu'il pose. Ben oui, bien sûr, bien sûr. C'est ça la curiosité, en fait. Hein. Il faut pas hésiter, il faut même encourager les gens à poser des questions, à dépasser le cadre formel de leur travail pour s'intéresser à autre chose. Un salarié, il a intérêt à connaître son boulot, bien sûr, mais il a intérêt à connaître le boulot des collègues, le boulot des subordonnés, le boulot des chefs. Bien sûr, c'est ça la curiosité. C'est pas dire, ah non, ça ne fait pas partie de ma fiche de poste, donc je ne le fais pas. Malheureux. Ben non, tout doit intéresser. C'est comme le jeune lycéen qui dit, ah oui, c'est pas au programme, donc je ne lis pas ça parce que c'est pas au programme. Et alors, c'est pas au programme. Au contraire, ce qui va différencier deux individus, c'est pas la compétence dans leur secteur d'activité, c'est justement ce qu'il y a autour de leur secteur d'activité. Et la personne devient plus riche, plus intéressante quand elle s'intéresse à autre chose. C'est ça. Donc, je questionne, j'explore, je ne m'enferme jamais dans mes habitudes. Bien sûr, c'est ça la curiosité. Et là, je vous révèle un secret, Florian est un champion du monde de la curiosité. Même un boulimique de la curiosité. Bien sûr, parce que tout intéresse. Tout m'intéresse. Et une fois que je découvre, j'apprends quelque chose, qu'est-ce que je fais? Ben, je le partage. Je le partage. Ah oui. Rien n'est plus beau que de partager ce qu'on vient d'apprendre, en fait. Hein. Et c'est vraiment le moteur de la communication avec les autres. Je reçois et je transmets. C'est ça la vie. Et la connaissance se partage et les deux repartent avec quelque chose. Donc, c'est génial. Bien sûr. Allez, avec la curiosité, le 7e pilier va avec, c'est l'ouverture d'esprit. C'est ce dont vous parliez juste à l'instant, en fait. Hein. Bien sûr, l'ouverture d'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas que la boîte à idées qu'il faut avoir dans l'entreprise. C'est inciter les collaborateurs à s'intéresser à beaucoup de choses. Et donc, avoir l'ouverture d'esprit. Cette ouverture d'esprit, comment on la cultive? En lisant, bien sûr, en regardant des vidéos, bien sûr, en participant à des webinars, bien sûr, en échangeant avec les autres, en allant à des congrès, en allant à des séminaires, en allant à des tables rondes,
C'est ça, en fait. Hein. La formation, c'est pas une formation en salle uniquement qu'il faut avoir. C'est profiter de tout moment, de tout échange pour pouvoir s'améliorer. Et pour ça, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. Voilà. Et accueillir des idées différentes, bien sûr. Bien sûr. 8e. L'enthousiasme. Alors ça, N'hésitez pas à interagir dans le chat, hein, les amis. Hein. L'enthousiasme, bien sûr, il y a des choses que l'on fait, que l'on dit, mais je me souviens d'un candidat, je lui demandais quelle était sa qualité principale. Il me répond, l'enthousiasme, monsieur Mansion. J'étais comme ça, en fait. Donc, de Dieu, l'enthousiasme, c'est autre chose. Voilà. On va faire passer son message avec les mots qu'on utilise et avec tout son corps. Voilà. C'est ça l'enthousiasme, en fait. Hein. Et l'enthousiasme est communicatif, bien sûr. Je ne demande pas des excès hein, dans la manière de parler, mais un minimum, quand même, hein, de bien faire passer son message. Pour être convaincant, il faut être convaincu. Et l'enthousiasme fait partie de cette conviction hein, qu'on va partager avec les autres, en fait. Hein. Bien sûr, si j'y crois, l'équipe entière va y croire, en fait. Hein. C'est ça, faire partager l'enthousiasme. Est-ce que l'enthousiasme est une compétence ou un trait de personnalité? Alors, certains parleraient de soft skills, Florian. Ça dépend du job. Peut-être qu'un comptable qui travaille derrière son ordinateur, il n'a pas besoin d'avoir un enthousiasme débordant, hein, bien sûr. Alors que dans d'autres secteurs d'activité, dans d'autres fonctions, notamment le commercial, notamment la communication, notamment, je sais pas, la qualité, notamment autre chose. Il faut embarquer les gens. Voilà, dès l'instant où on doit, allez, suivez-moi en fait, hein, c'est allons-y, hein, c'est pas allez-y. Hein. Certains disent allez-y malheureusement, à leur manière. Nous on dit allons-y. Et pour dire allons-y, pour aller au feu, pour aller au charbon, il faut de l'enthousiasme pour attirer les gens, hein, pour qu'ils vous suivent. Voilà, donc il faut qu'il y ait consensus, il faut de l'enthousiasme. Notre ami Ludivine Remillet, qui est parmi nous, Florian, je crois que c'est la qualité la plus difficile à avoir tous les jours. Ouais, comment on fait pour rester enthousiaste tous les jours? Mais je disais que le management est une activité très difficile parce que c'est tous les jours qu'on doit être, on doit faire preuve, on doit utiliser ces différentes postures et ces différentes valeurs. Comme être parent, c'est très difficile parce que tous les jours, on doit faire avancer ses enfants, en fait. Hein. Il y a une analogie très facile à avoir entre le management et l'éducation des enfants. C'est tous les jours, en permanence. On a peur de se répéter, mais on a tort. Il faut répéter les choses. Voilà. Même si c'est usant ou qu'on a l'impression qu'il y a forcément quelque chose qui fait progresser. Voilà, je complète. Il faut répéter, mais ne pas montrer que c'est lassant de répéter. Hein, ça c'est terrible. Je l'ai déjà dit. Non, c'est pas je te l'ai déjà dit, je te le répète. Non. C'est répéter avec assertivité et avec bienveillance, bien sûr. Oui, et peut-être qu'on ne l'a pas expliqué de la bonne manière pour que la personne l'entende. Donc, il faut se remettre aussi en question et passer par un autre chemin pour arriver à la même finalité. Hein. Exactement. Donc, surtout ne pas dire à l'autre que c'est enquiquinant de répéter les choses. Non, ça fait partie du métier. Voilà, c'est pas gênant. Même si brosse-toi les dents tous les soirs, des fois, je comprends que certains parents dont je fais partie s'agacent. Peut-être qu'il y a des formulations à adopter, en fait, hein, bien sûr. Allez, 9e pilier, Florian, on enchaîne. Allez, la chance, la sérendipité. Alors, la sérendipité, pour moi, c'est le concept qui me plaît le plus. Voilà. C'est génial. La sérendipité, qu'est-ce que c'est? La sérendipité, c'est le fait de trouver quelque chose qu'on ne cherchait pas. Voilà. Alors, trouver quelque chose qu'on ne cherchait pas, c'est génialissime. Voilà. Il y a des tas de choses, des tas de médicaments qui ont été trouvés, des tas de… Même dans l'entreprise, le post-it. Le post-it, c'est le résultat de la sérendipité. Hein. Un ingénieur avait trouvé une nouvelle colle et cette colle ne marchait pas parce qu'elle se décollait. On a compte, une colle qui ne colle pas, c'est difficile. Donc une colle qui se décolle. Une colle qui se décolle, elle est collée quand même. Donc c'est pas possible. Et il y a une autre personne, un homme du marketing, qui a vu ce produit-là qui se collait, qui se décollait, dit mais c'est peut-être pas bête. Peut-être qu'on peut l'utiliser différemment. Et il a inventé le post-it. Chez 3M, on a inventé le post-it grâce à ça, sur une erreur. Donc, on a trouvé quelque chose qu'on ne cherchait pas. On a imaginé qu'est-ce qu'il y avait de bien
dans cette situation. Hein, je le disais en début de webinaire, qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette situation? Le fait que ça colle, ça recolle. Voilà. La tarte tatin, c'est pareil. On arrive sur une erreur, on renverse la tarte, et on se dit, mais peut-être que c'est bon, on va le tester, et on va le reproduire. C'est ça la sérendipité. Et tous les jours, toujours, c'est ça. Moi-même, en permanence. Alors, ma plus grande. Florian n'a pas inventé le post-it, hein, je vous rassure, hein, les amis. Non, mais dans la relation avec les autres, rencontrer des gens intéressants, passionnants et qui nous font évoluer, c'est la sérendipité. Alors, mais la sérendipité, elle n'arrive que aux gens qui ont l'esprit préparé. Voilà. Ils ont l'esprit préparé. Ça rejoint les différentes postures qu'on a vues, la curiosité d'esprit, l'ouverture d'esprit. Voilà, ça c'est. Voilà, le gars qui est obtus, qui est sur son chemin, et qui voit que ça, il ne va rien trouver en fait. Hein. Mais celui qui, on peut dire, qui papillonne, moi je ne dis pas papillonner, qui s'intéresse à beaucoup de choses, ben, plus il s'intéresse à beaucoup de choses, plus il y a de chances de trouver des choses intéressantes. Voilà. Et la chance, on dit, oh, il a eu la chance, il a rencontré. Non, il n'a pas eu de la chance. Il n'a pas rencontré quelqu'un ou une situation parce qu'il est chanceux. Pas du tout. Parce qu'il était préparé à cette rencontre. C'est ça la sérendipité. C'est lié au fait que on devient presque, le mot ne me plaît pas, mais c'est ça, on devient opportuniste. Par opportuniste, j'entends quelqu'un qui saisit les opportunités. Voilà. Et on saisit les opportunités si on est prêt, si on est mûr, si on est prêt à avancer. Pour moi, la sérendipité, il n'y a rien de plus beau. Allez. J'ai dit, très bien. La résilience. La résilience. Ben, la résilience, Boris Cyrulnik l'a bien théorisé, c'est le fait de rebondir hein, par rapport à une difficulté. Mais la résilience, elle ne vient pas comme ça. Hein, il faut qu'il y ait consensus, il faut qu'on aide tout le monde, en fait, hein, que ce soit pour un deuil, que ce soit pour une difficulté, pour voilà, un accident. Une crise, ou je ne sais. Voilà, hein, donc il faut rebondir. Et il faut aider les gens à rebondir. 11. Ah oui, la lucidité, elle est importante en fait. Hein. C'est le discernement en fait. Hein. C'est voilà, je vois la réalité en face, sans me décourager. Voilà. Alors, le Magdalena nous dit gentiment qu'elle doit avoir loupé le 4e pilier. Pas d'inquiétude, il y a un replay qui sera disponible, qui vous sera envoyé, qui sera disponible. Et tous les piliers dont on vous parle sont dans le livre, dans lequel vous aurez le code promo dans quelques instants dans la fin du webinaire. Ok. Donc, l'utilité. Allez, on va au 12e, pour terminer rapidement. Deuxième espérance. Ah, et le 11e, c'était quoi? La lucidité, Florian. Vous étiez dessus. Je l'ai dit, hein, ou pas? Oui. Okay. Et dernier pilier, donc l'espérance. Bien sûr, l'espérance, ça dépasse la notion d'espoir. L'espoir, c'est ponctuel et c'est concret, c'est précis en fait. Hein, et c'est limité dans le temps, l'espoir. Hein, j'espère que l'espérance, c'est déjà avoir une vision plus globale des choses. Hein, donc, l'espérance, c'est une dimension presque, ça dépasse le côté matériel. J'ose pas dire, ça a presque une dimension spirituelle, mais c'est pas loin en fait. Hein. Il y a quelque chose qui nous dépasse tous. Voilà. Et il faut entraîner son équipe sur un chemin qui élève l'ensemble des salariés. Voilà. Pas uniquement terre à terre, pas uniquement matériel en fait. Hein. Voilà. On a tellement de piliers que certains ont fait un jeu de chiffres et de lettres, ils se sont perdus. Ne vous inquiétez pas, on va tout vous donner à la fin. Allez, on arrive à la fin. Le management optimiste, un engagement pour faire grandir l'homme et l'entreprise, les personnes et les entreprises. Ça, c'est la synthèse, en fait. Hein, c'est la synthèse. Je laisse le symbolisme du management épiphyte. Hein, donc, on ne va pas y revenir. Mais le rôle du manager, c'est de faire grandir ses collaborateurs. C'est exact. Et bien sûr, on doit cultiver ces 12 postures pour améliorer son leadership, bien évidemment. Allez, hop, il y a Antoine. Antoine, si tu as une question, merci de la poser directement dans le chat. On essaiera d'y réagir, Antoine Candelleri. Allez, c'est l'heure, le grand moment du code promo. Merveilleux, le code promo. Voilà, le code promo optimiste 100. Allez voilà. Donc sur le lien. Voilà. On vous offre ce livre. Alors, on vous offre ce livre, non pas pour appliquer, j'ose dire bêtement, nos conseils,
mais pour que vous vous appropriez des conseils qui vous parlent. Il ne faut peut-être pas utiliser les 12 postures. Il y en a peut-être certaines que vous utilisez, d'autres pas. Essayez de tirer parti de chacun de ces conseils et il faut se les approprier. Pourquoi? Parce que la meilleure méthode de management, ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas celle des gourous américains. La meilleure méthode de management, c'est la vôtre. C'est la vôtre. Encore faut-il réfléchir. Encore faut-il conceptualiser ces éléments-là. Donc, nous, on vous donne ce livre-là avec les conseils pour pouvoir en faire votre propre synthèse. Comparer et faire votre propre synthèse. Exactement. Merci à la française humaine. Oui, à la française ou à la marocaine, à l'américaine, à celle que vous voulez. Nous, du moment où c'est humain et que c'est votre appropriation, effectivement. Quelques-uns de nos 37 ouvrages, on a écrit des livres sur le management, des livres sur le recrutement, et ça continue. Ils sont tous disponibles sur notre site internet, section livres. Et puis les 2 derniers parus cette année. Les 2 derniers que j'ai rédigés avec à chaque fois un co-auteur, donc le management selon Jaurès, puisque j'ai eu la chance d'interviewer Jean Jaurès le 31 juillet 1914, 2 heures avant son assassinat, heureusement, un coup de bol quand même. Hein. Donc grâce à Thomas Valero, qui n'est pas apparenté à Augustin Valero, hein, voilà. Donc Thomas Valero, qui a fait sa thèse de doctorat d'histoire sur Jean Jaurès. Donc j'ai posé des questions à Thomas Valero, qui a incarné Jean Jaurès, et grâce à ces réponses, j'ai pu conceptualiser 7 piliers importants de technique managériale de Jaurès. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'un siècle après, on s'aperçoit de la lucidité de Jaurès et de ces techniques managériales que l'on peut encore utiliser dans nos entreprises. Que l'on peut s'approprier de la même manière que vous avez écrit le management selon Jésus, selon Napoléon, selon les philosophes. Encore une fois, ce que dit Florian, moi j'aime bien cette notion de dire appropriez-vous les piliers, prenez ceux qui vous ressemblent, ceux sur lesquels vous avez envie de progresser et fabriquez votre propre style de management en intégrant ces choses-là et en le faisant évoluer. C'est surtout ça qui est intéressant. Et vous pouvez le faire avec le management selon les techniques théâtrales avec votre comparse Jean-Luc Cohen, Florian. Voilà, donc j'ai interviewé Jean-Luc Cohen Rimbaud, qui donc est comédien, metteur en scène, que j'ai interviewé sur sa pratique au quotidien, et j'ai fait j'ai démontré que les techniques de comédien ou de management d'une équipe de troupe de théâtre s'apparentaient avec ce qui se passait dans l'entreprise. Il y a de très grandes corrélations, en fait. Hein. C'est intéressant. Voilà. Merci à toutes et à tous. Le prochain, ça sera le 16 avril. On parlera de recruter avec conscience, éthique, RSE et diversité. Ça sera Augustin Valero, notre associé. Merci Augustin pour les optimistes qui étaient là. Le management selon les techniques théâtrales, justement, le 21 mai. Et le mois de juin, ça sera le diplôme sont-ils importants pour la carrière? On reviendra à un sujet côté candidat. Voilà. Donc, écoutez, merci Laurent, merci pour cette présentation. C'est une prise de recul dans la journée. C'est exactement ce que l'on veut avec ces webinars. Une petite bouffée d'oxygène, une prise de recul, voilà, vous donnez. On n'a pas, comme dit Florian, la science infuse, on ne veut pas être des gourous, etc. Voilà, prenez ce que vous avez à prendre. Nous sommes des passeurs, à charge à vous à utiliser et à rebondir sur ces éléments-là. Voilà, n'hésitez pas à la règle ce qu'on vous dit, en fait. Au contraire, il faut s'y approprier. Voilà. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous sur LinkedIn. Nos posts sont dans cette lignée-là. Je vois qu'on a, alors attendez, j'interagis, je vais composer un très chouette poster avec les 12 piliers façon tori japonais tout en m'appropriant ceux qui parlent. Ah on est preneur, Cécile du Beau Repère, on est preneur de l'information. N'hésitez pas à nous l'envoyer par mail ou via LinkedIn avec grand plaisir de vos interactions, ce genre de choses. Merci à toutes et à tous. Il est l'heure, Florian, on a dépassé de 3 minutes. Et que la force soit en vous. Merci à tous, à bientôt. Au revoir.